Adesso cominciamo con la prima relazione e vi voglio presentare Jean Fourtos, che è uno studioso della precarietà, è direttore scientifico dell'Osservatorio di Lione, che parla in modo particolare di quelle persone che quando sono escluse, quando si sentono escluse o quando sono precarie si escludono automaticamente. E Jean è l'unico che non ha il PowerPoint e io gli faccio un applauso per questo. Leggerà da seduto e vi presenterà queste situazioni e ha una visione da psichiatra, da medico, oramai da tanti anni, di quello che può provocare la precarietà e l'esclusione del tessuto sociale. Prego, Jean. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers amis, chers collègues, vous tous qui êtes là, je suis très heureux de me retrouver avec vous, invité par la Fondation Amilcar, pour ce beau congrès qui promet beaucoup dans cette belle province. Alors, je ne parle pas italien et je n'ai pas de PowerPoint, c'est vrai. J'utilise le PowerPoint quand je ne peux pas faire autrement seulement. J'ai été impressionné hier par la pièce de théâtre que nous avons vue qui montrait la comédie et la tragédie de la vie de l'Homo sapiens. Et il est vrai que dans un monde qui est en perpétuelle transformation, comme il a été répété tout à l'heure par le Président, il est bon de savoir où nous habitons. Donc, je vous demande de prendre ce que je vais vous dire ce matin comme un thème transversal, généraliste, qui permet de comprendre les jeunes, les moins jeunes, ceux qui vont bien, ceux qui vont mal, en fait, ceux qui vivent dans notre monde et qui touche le destin de chaque femme et de chaque homme dans tous les groupes. Parce que ce que vous m'avez demandé, c'est la souffrance psychique d'origine sociale. Donc je vais vous traiter de la souffrance psychique d'origine sociale. J'ai décrit à partir de 1993 et à partir d'une remarque d'une infirmière dans mon hôpital qui me disait « Monsieur Fourtos, les gens ne souffrent plus comme avant ». Et elle parlait pas des pathologies psychiatriques, mais d'une souffrance particulière qui n'était pas dans les livres et qui était dans les personnes. Et c'est à partir de ça que j'ai décrit une clinique psychosociale qui est 100% psychique et 100% sociale. En somme, c'est une clinique métisse. Freud a déjà parlé de la clinique psychique d'origine sociale dans son livre « Malaise dans la culture, malaise dans la civilisation ». Et il disait que c'était pour nous, les humains, la pire des souffrances. Pire que la souffrance due à notre mortalité, pire que la souffrance due aux forces de la nature, un petit peu comme si nous attendions des autres hommes qu'ils nous aident et pas qu'ils nous fassent souffrir. Donc cette confiance, je le répète, est généraliste, elle est transversale, elle touche les malades et les non-malades, elle touche les pauvres et ceux qui, normalement, auraient tout pour être heureux. Je vais vous décrire quelque chose qui correspond à la rencontre entre un sujet, des sujets, dans un environnement qui, aujourd'hui, peut être décrit comme un environnement excluant, c'est-à-dire un environnement qui ne reconnaît pas la dignité de chacun, alors qu'en principe, nous sommes dans une culture qui reconnaît les droits de l'homme. En principe. Il y a des questions de seuil par rapport à la souffrance psychique d'origine sociale. Il y a des souffrances qui n'empêchent pas de vivre et au contraire qui stimulent, et il y a des souffrances qui empêchent de vivre. Normalement, les régulations sociales permettent de supporter plus ou moins
ces souffrances d'origine sociale, la manière dont nous avons été éduqués, nos amis, nos étayages sociaux. Mais vous savez qu'il y a, dans notre monde aujourd'hui, une dérégulation assez généralisée qui est en rapport, ce n'est pas un scoop ce que je vais vous dire, avec un aspect purement quantitatif des flux. Les flux d'argent, les flux d'informations, les flux de personnes, les flux de marchandises, les flux de dossiers. Et cette hyper-prédominance des flux qui l'emporte sur la dignité humaine donne des effets. Elle permet, hélas, souvent de transformer ce que j'appelle la bonne précarité en mauvaise précarité. Qu'est-ce que c'est que la bonne précarité ? Je vais vous en parler un petit peu, c'est ce qu'on appelle la solidarité naturelle entre les êtres humains. Précari, ça vient du latin, précarité, ça vient du latin précari, qui veut dire prier. Prier l'autre pour avoir. Autrement dit, la bonne précarité, c'est la capacité de demander à l'autre de nous aider à vivre, parce que personne ne peut vivre sans l'aide des autres, sur le plan biologique, psychologique, social, politique, spirituel, dans la réciprocité. Et même les kangourous, j'ai décrit ça chez les kangourous également. Et chez tous les mammifères. Et en fait, cette bonne précarité qui est qu'on a besoin des autres dans la réciprocité donne une triple confiance. Une confiance en soi. Si on m'aide, c'est que je suis bon. C'est le narcissisme. Je m'en sortirai toujours. Une confiance en autrui. Même si je perds tout, il y aura toujours quelqu'un pour m'aider. On ne me lâchera pas. Mes amis ne me lâcheront pas, ma famille ne me lâchera pas, mes éducateurs ne me lâcheront pas, etc. Et puis une confiance dans l'avenir, une confiance dans le grand temps, une confiance transgénérationnelle. Je décris le grand temps comme la communauté des morts, des vivants et des pas encore nés. Si on ne vit pas dans le grand temps, incarné par la musique, cette belle musique que nous avons vécue. Le grand temps ressemble un peu à la musique de la harpe, elle donne harmonie et paix. Et si on sort de ce grand temps, on ne peut pas être en paix. Quand on est dans ce grand temps, dans cette bonne précarité, même si on perd son travail, de l'argent, une partie de sa famille, son statut, on se dit qu'on s'en sortira toujours. Mais la mauvaise précarité, attention, la mauvaise précarité, c'est le contraire de la bonne précarité, c'est-à-dire que c'est la perte de la confiance, la perte de ces trois confiances. La mauvaise précarité, ça n'est pas la pauvreté. Il y a des pauvretés qui peuvent aller, il y a des pauvres qui peuvent aller bien. On a aujourd'hui une sorte de mépris de la pauvreté. Alors la misère, c'est autre chose. La misère, c'est une peste. Mais être pauvre, c'est difficile dans une société de consommation, mais c'est simplement avoir peu. Et s'il n'y a pas de mépris social qui s'attache à la pauvreté n'est pas une maladie, c'est une difficulté à vivre. Mais la mauvaise précarité, c'est autre chose. Elle touche les pauvres, mais aussi ceux qui ont une bonne situation. Et en fait, je l'ai d'abord décrit justement pour les gens qui étaient dans la rue, parce que j'étais psychiatre de service public, donc je rencontrais plutôt des gens en difficulté, les demandeurs d'asile, les gens à la rue, des gens malades. Mais je me suis aperçu que même les cadres supérieurs et ce qu'on appelle la souffrance au travail, ça concerne cette mauvaise précarité. Et les jeunes peuvent être évidemment atteints dans tous les pays, même les pays riches. Vous savez, le syndrome japonais d'Ikikomori, ces jeunes qui se connectent uniquement avec les ordinateurs et qui se déconnectent des humains, c'est pas très bon à la santé. Donc, cette perte de confiance donne une méfiance, un découragement, un désespoir. Et quand on est dans une société, vous savez qu'on est dans une société précaire, quand tous les membres de la société précaire ont l'obsession de perdre. Les sociétés pauvres n'ont pas peur de perdre. Les sociétés précaires, souvent riches, ont peur de perdre. Et maintenant, même les sociétés pauvres deviennent précaires. La précarité, c'est la misère des pays riches qui envahit le monde entier.
Alors évidemment, à ce moment-là, il y a une perte de la confiance en soi, perte du goût de vivre, dépression variée, un sentiment de vide qui donne une sorte de grève de la pensée. C'est embêtant de ne plus penser. Et quand on se sent vide, on ne pense plus, on peut être violent également. Une perte de la confiance en autrui. Alors là, vous connaissez, nous vivons, je pense que c'est vrai également en Suisse, et je le sais tout de même plus ou moins, c'est vrai dans tous les pays du monde, nous vivons dans une société largement paranoïaque. C'est-à-dire nous avons des ennemis partout, les étrangers, les schizophrènes, les jeunes. Nous avons des ennemis partout. Notre voisin même, notre voisin peut être notre ennemi. Il faut se fermer. La persécution, c'est quelque chose de vraiment terrible. Et dans les pays comme la France ou ailleurs, quand on a des attaques terroristes, on dit, voyez, nous avons raison d'être paranoïaques. Mais nous avons été paranoïaques collectivement bien avant les attaques terroristes. Il y a aussi une perte de confiance dans le grand temps. Nous sortons du grand temps. Nous sommes dans l'immédiateté, le court terme. Nous sommes toujours dans l'urgence. Aujourd'hui, les gens qui vont bien sont dans l'urgence. On peut appeler ça un état maniaque. On n'a jamais fini, même chez soi, on travaille sur son ordinateur. On court toujours, et plus on se sert des ordinateurs, plus on perd de temps. Je vois dans les hôpitaux, les infirmières écrivent sans arrêt sur les ordinateurs maintenant. Je ne peux plus parler avec elles, parce qu'elles écrivent sans arrêt tout ce qui se passe. Il faut que tout soit, comment on dit, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Et donc l'ordinateur qui devait nous libérer nous aliène, parce qu'il faut tout écrire. Et puis il y a un temps mélancolique. Le temps mélancolique, c'est j'ai tout perdu. Il n'y a plus de médecine, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de pédagogie, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'avenir. Il y a le temps traumatique. Vous avez toujours peur que quelqu'un vous tue ici ou là, vous vole. Et puis il y a un truc assez particulier, c'est l'hédonisme de désenchantement. L'hédonisme de désenchantement, c'est puisqu'il n'y a plus de valeur sociale, puisque j'ai peur de tout, eh bien je vais prendre mon plaisir tout le temps, au moins pour prendre du plaisir parce que je ne crois plus à rien d'autre. Et tout ça, j'insiste là-dessus, donne une écologie impossible. Comment peut-on avoir une pensée écologique si on a perdu le grand temps? L'écologie, c'est vouloir préserver la planète pour les enfants, des enfants, de nos enfants, de nos enfants. Mais si on est dans le court terme, l'écologie est une sorte d'idéologie, de peur. C'est difficile et la nature devient une poubelle, un objet. L'écologie humaine est également atteinte parce que l'écologie humaine, comme je l'ai entendu ce matin, c'est la richesse de la relation. C'est la richesse de la relation, mais vous voyez que quand vous perdez la confiance en vous-même, vous devenez hyper individualiste, vous ne pensez qu'à vous. Évidemment, si vous ne pensez qu'à vous, et à vous défendre de vos ennemis, le lien social devient très problématique. Donc, ce que je vous décris dans l'ordre de la mauvaise précarité qui est en relation avec les flux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui attaque l'écologie humaine et donc qui est extrêmement dangereuse. Alors, j'ai été amené, en travaillant de près, d'abord avec la grande précarité sociale, les gens de la rue, les demandeurs d'asile, mais ensuite j'ai vu que c'était même avec les banquiers. Figurez-vous que j'ai été amené à travailler avec des banquiers à New York. J'ai vu qu'ils avaient... J'ai écrit que les traders avaient quelquefois la même pathologie que les gens de la rue. Et j'ai été beaucoup attaqué pour ça. Et je peux vous dire que c'est vrai. Quelquefois, les gens qui devraient être les plus heureux ont les mêmes pathologies que les gens de la rue. Parce qu'ils rentrent dans ce que j'ai appelé le syndrome d'auto-exclusion. Étant dans un environnement dangereux, excluant, où notre dignité n'est pas reconnue, on rentre dans une problématique de survie. Évidemment, il vaut mieux survivre que se suicider. Donc c'est tout de même utile de rentrer dans une problématique de survie. Mais le drame, c'est que pour survivre, nous sommes obligés de se couper des autres, et pour nous couper des autres, nous sommes obligés de nous couper de nous-mêmes, parce que les autres nous touchent. Alors, le fait de nous auto-exclure,
Je précise, je ne l'avais pas dit l'année passée, je crois, mais que l'auto-exclusion a été confirmée par les neurosciences américaines. Quand on met des gens en situation d'exclusion, de non-respect, expérimentalement, ils ont les mêmes signes que j'ai trouvés cliniquement en écoutant les travailleurs sociaux, les éducateurs de rue, les psychologues, ma propre expérience. Il y a d'abord un ternaire qui est une sorte d'anesthésie du corps, d'attaque de la sensorialité. Et c'est très important chez les jeunes. Si les jeunes ne sentent plus leur corps, ils perdent le sentiment d'exister, d'être incarnés. D'où le recours aussi aux addictions, parce que les addictions permettent de sentir son corps d'une certaine manière. D'où, quelquefois, les scarifications. Quand vous vous scarifiez, vous avez mal, vous voyez que vous êtes vivant. Le sang coule, vous voyez que vous êtes vivant. Ou vous vous cassez, vous avez des comportements à risque, vous vous cassez un bras, vous vous cassez une cheville, on s'occupe de vous, vous voyez que vous êtes vivant. Cette perte de la sensorialité entraîne un émoussement des émotions et des affects. Alors évidemment, quand on est dans cette auto-exclusion, on n'a plus d'angoisse, et c'est un grand avantage. Mais si on n'a plus d'angoisse, on n'a plus de plaisir non plus, et c'est un gros inconvénient. Parce que si on refuse la souffrance, on refuse le plaisir. Il faut accepter la souffrance pour accepter le plaisir. Et donc, vous avez des gens qui sont un peu indifférents, un peu cyniques. Quelquefois, ils ont une euphorie de façade, une sorte d'état maniaque. Et puis, ça donne aussi une diminution de l'intelligence adaptée, ce que j'appelais tout à l'heure la grève de la pensée. Quand on ne sent pas son corps, quand on n'a pas d'émotion, on est beaucoup moins intelligent. On peut être un intello, entre guillemets, c'est-à-dire avoir une activité cognitive qui continue son chemin, mais qui est coupée de l'humain. Et puis alors, ça c'est une manière de ne plus habiter son corps, de déshabiter son corps. Et j'en profite pour dire que quand on déshabite son corps, c'est très difficile d'habiter un logement, un appartement, et ça donne une obligation d'accompagnement au logement et d'accompagnement aussi à la personne qui se déshabite elle-même. Il y a un deuxième signe après ce ternaire qui est la rupture active des liens. Quelquefois, on voit des gens seuls, on dit les pauvres, mais en fait, on s'aperçoit, en regardant de près, qu'ils rompent activement les liens par peur de souffrir la souffrance psychique d'origine sociale. L'hyper-individualisme d'aujourd'hui est une phobie du lien social. Vous voyez, dans les trains, quand vous êtes dans le train, c'est très difficile. Peut-être pas ici. Quand vous êtes dans le train, parler à votre voisin, c'est difficile. Quand vous êtes dans l'avion, parler à votre voisin, c'est difficile. C'est comme si on ne faisait plus partie de la même humanité. Et cette rupture active avec les jeunes, je n'arrive pas à m'y faire. Il y a énormément de ruptures entre les jeunes et leurs parents, énormément de ruptures intrafamiliales. Ça n'est pas uniquement dû à ce qui se passe dans la famille, c'est dû à un climat général qui est peut-être exacerbé dans certains milieux très, très précaires au sens social du terme, mais il y a une tendance à la rupture active du lien dans toute notre culture aujourd'hui. Et il ne faut pas se laisser piéger, évidemment. Et je vois que dans votre association, vous ne vous laissiez pas piéger, puisque vous dites on ne vous lâchera pas. Parce que souvent, quand un jeune, par exemple, casse un projet, il fugue, il dit « je ne veux pas de ton projet », on dit « ah, il ne veut pas faire son truc, il n'est pas… » En médecine, on dit « il n'est pas dans le soin ». Bon, ben, s'il n'est pas dans le soin, qu'il aille voir ailleurs. Mais pas du tout. L'échec fait partie du travail, la rupture fait partie du travail. Et garder une disponibilité en dépit des ruptures et ne pas prendre la rupture pour nous, contre nous, mais comme quelque chose qui fait partie de la clinique psychosociale. Il y a aussi quelque chose qui est assez important, c'est la diminution de la bonne honte. Alors en français, on dit la diminution de la vergogne. Bon, la vergogne en italien, c'est la honte, mais il y a une mauvaise honte et il y a une bonne honte. La bonne honte,
c'est quand vous avez honte parce que vous avez fait quelque chose de pas bien. Vous avez donné votre parole, vous n'avez pas tenu parole. Vous avez fait du tort à votre ami, vous n'avez pas été correct. Et normalement, si vous n'avez pas été correct, vous devez avoir honte. Eh bien, quand on s'occupe de soi-même et des autres, on perd la honte. C'est pas un niveau moral, c'est pas une perte de la morale, c'est une perte du rapport à autrui par le fait qu'on ne sent plus notre corps. Et l'équivalent de la perte de la vergogne chez les DRH, j'espère que les DRH, c'est-à-dire je pense que vous savez traduire ça, les DRH, c'est les directeurs du personnel dans les boîtes. Quelquefois, on s'aperçoit dans les grosses entreprises que les responsables du personnel ont une sorte de cynisme quand il y a des réductions de postes, quand il y a des... Et en fait, c'est simplement que les responsables du personnel eux-mêmes sont en auto-exclusion et ils perdent tout affect, ils perdent tout état d'âme. Et quand on perd les états d'âme, on perd son âme. Donc il vaut mieux souffrir que perdre son âme. Et puis il y a des effets paradoxaux. Alors les effets paradoxaux, l'effet paradoxal le plus important, on vit dans un monde à l'envers en fait. Dans un monde à l'endroit, plus je suis dans la difficulté, plus j'ai des soucis psychologiques, d'argent, de travail, plus je vais demander de l'aide. Quand on est dans la mauvaise précarité, quand on a perdu la confiance, c'est le contraire. Plus je suis dans la difficulté, moins je demande de l'aide. Et il faut savoir que la perte de la demande est un signe de gravité en situation difficile. Cette perte de la demande, on l'observe quelquefois chez les parents. Je vous en donne un exemple. Je supervisais une équipe qui s'occupait des demandeurs d'asile. À la fois, il y avait une psychologue qui soignait le gamin, un gamin de 10-11 ans, et il y avait une autre thérapeute qui s'occupait de la maman. Et puis le gamin allait bien, il est allé dans une école, et la psychologue l'a perdu de vue. Et un jour, elle a appris que ce gamin allait très mal à l'école. Il était sur le point de se faire éjecter, il ne travaillait pas, il avait perdu tout ce qu'il avait appris dans la relation de confiance avec la psychologue. Chose étonnante, la mère n'en avait pas parlé. La mère était incapable de parler du fait que son fils allait mal. Ça n'est pas parce que c'est une mauvaise mère, c'est qu'elle était dans la mauvaise précarité, et qu'étant dans la mauvaise précarité, elle ne pouvait pas dire « à propos, il faut que je vous dise, mon fils va mal, il faut vraiment faire quelque chose pour lui ». Et j'ai appris à mes collègues pédiatres que quand des parents n'amènent pas leurs petits-enfants chez le pédiatre, il ne faut pas dire « bon, ben, ils ne veulent pas venir, tant pis pour eux, ils auront un rendez-vous dans 1 mois ou 2 maintenant ». Non, quand des parents loupent un rendez-vous chez le pédiatre, c'est une urgence. Ça veut dire qu'ils sont dans la mauvaise précarité, il faut leur téléphoner et leur donner un rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quand on n'a pas de demande pour soi et pour ceux qu'on aime, c'est qu'on est dans la mauvaise précarité. Et évidemment, ça pose des problèmes pour l'accès aux soins, ça donne des situations d'errance que je n'ai pas à vous décrire, d'errance aussi bien chez les gens riches qui vont d'Hilton en Hilton que chez les gens de la rue, des situations de négligence de soi et une mort prématurée. Là, il y a beaucoup de morts prématurées pour des raisons que je ne décrirai pas trop maintenant. Tout ça, c'est une congélation du moi. Le moi est congelé. En termes psychanalytiques, c'est un clivage du sujet à son moi. Quelquefois, cette congélation se décongèle d'un coup pour des raisons diverses, frustration, relation qui a été trop bonne avec quelqu'un. Et alors, quand il y a une décongélation, toute la souffrance qui était congelée se décongèle, ça peut donner des angoisses très très fortes, des suicides et beaucoup de violence. Donc c'est vrai qu'à certains moments, quand vous voyez que les gens vont mieux, ils se décongèlent, et quand ils se décongèlent, ils vont plus mal. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez... Quand on met un garrot, quand j'étais petit, je m'étais fait mal à un bras. On m'avait mis un garrot pour éviter l'hémorragie. Et on m'a recousu. Quand on a enlevé le garrot, j'ai eu mal
parce que le sang circulait. Quand les gens qui sont en auto-exclusion empêchent le garrot qui les empêche de sentir leur corps et leurs émotions, ils ont très mal. Et très souvent, ils ne supportent pas pendant plusieurs fois et ils s'aggravent. Et il faut donc accepter que quand les gens vont bien, il est normal qu'ils s'aggravent. C'est un paradoxe. Et il faut tenir là aussi. Et alors, il y a une chose aussi qui est très importante et que vous devez connaître, c'est quand les gens, les enfants ou les adultes, ne peuvent pas sentir leur souffrance, c'est celui qui est en face, l'aidant, l'accompagnant, qui ressent la souffrance en lui. C'est ce que j'appelle la souffrance portée. Donc quand on est en situation de malaise avec quelqu'un qui va mal et qui n'a pas d'angoisse, c'est bon signe, c'est qu'on porte quelque chose de lui. Mais attention, il ne faut pas que ça nous rende malade. Il faut pouvoir se dire, tiens, je vais mal, qu'est-ce qui se passe? En parler avec nous-mêmes, en parler avec nos collègues, en parler en analyse de la pratique, en parler à notre hiérarchie, quelquefois en parler quand on revient chez nous. Quand on a des cas trop difficiles, souvent, en revenant à la maison, on en parle à la famille, parce qu'on le porte en soi. On le porte en soi. Donc les accompagnants, les éducateurs, les psychologues, les médecins font un métier très difficile et très dangereux parce qu'ils portent en autres la souffrance que les sujets ne peuvent pas porter provisoirement. Et c'est un vrai risque. Je pourrais vous en parler beaucoup plus, mais c'est un vrai risque. Je vais arriver vers la conclusion, parce que je crois, faut que tout le monde ait du temps, si j'ai bien compris. Je vais vous donner une définition de la santé mentale que j'ai donnée en 1994. Une santé mentale suffisamment bonne. Ah, j'ai oublié de vous dire que le syndrome d'auto-exclusion est réversible, mais très lentement. Très lentement. Si un syndrome d'auto-exclusion est installé depuis des mois ou des années, ça durera très longtemps. S'il est installé quelquefois depuis 8 jours ou 15 jours, il peut partir comme il était venu. Mais sinon, il faut être patient. Alors, la définition de la santé mentale. Une santé mentale suffisamment bonne. Je dis suffisamment bonne parce qu'elle n'est jamais complètement bonne. C'est la capacité de vivre et de souffrir. La capacité de vivre et de souffrir dans un environnement donné, modifiable par l'activité des hommes, sans destructivité, mais non pas sans révolte. Alors, la capacité de vivre et de souffrir. Vous savez, on cite souvent la définition de l'OMS de 1946. La santé, c'est un bien-être complet, biopsychosocial. C'était après la guerre. On avait besoin d'une utopie. On disait, c'est un bien-être complet. Qui est-ce qui est en bien-être complet ici, sur le plan biopsychosocial? Pas moi. Je ne suis pas en bien-être complet, sauf de temps en temps, et je suis heureux. Il y a toujours un petit quelque chose. Donc, la capacité de vivre et de souffrir, la capacité de souffrir sans rentrer dans l'auto-exclusion ou sans devenir paranoïaque ou sans dire c'est la faute des étrangers. Dans un environnement donné, modifiable par l'activité des humains, c'est-à-dire ne jamais se décourager. Nous vivons dans le grand temps, nous sommes dans le monde des flux, mais nous devons contribuer à modifier cette société autant que nous pouvons. Sans destructivité, ça veut dire, si possible, sans se suicider et sans tuer, mais non sans révolte. La révolte, c'est la capacité de dire non. Pour moi, la capacité de dire non fait partie de la bonne santé. Quand un patient commence de me dire non, je suis content. Je me dis, il commence, s'il est capable de me dire non, il pourra bientôt dire oui. Et donc, c'est très important, quelquefois, on est en désaccord avec ceux que nous accompagnons, parce qu'ils récupèrent la capacité de dire non sans rupture. Sans rupture. Et c'est comme ça que nous pouvons transformer un mauvais destin, qui est la répétition du malheur, en un meilleur destin, qui est qu'il n'y a pas que du malheur, mais comme dans la pièce d'hier, des bons moments où on rigole, où on est joyeux, où on se rencontre.
Je vais vous donner 2 modèles avant de terminer. 2 modèles de syndrome d'auto-exclusion en dehors de ce que je viens de vous dire. Dans les années 1940, le psychanalyste Spitz a décrit la dépression anaclytique chez les bébés. Des bébés qui sont traités par des mains mercenaires, sans affection, sans amour, sans douceur, perdent tout tonus musculaire, perdent la capacité de gazouillis et meurent, sauf si des mains bienveillantes s'en occupent. C'est ce qu'on voyait dans les camps de concentration. Et puis, justement, les camps de concentration, c'était pas ce qui se passait entre une nourrice et un bébé, c'était ce qui se passait à un niveau sociétal, politique. Mais les camps de concentration où tous les génocides, qui sont de la cruauté violente, et les mauvais traitements dans les rapports proximaux, sont des exemples où forcément les gens sont obligés, pour survivre, de se couper d'eux-mêmes et d'autrui. Et quand j'ai lu beaucoup de bouquins sur les camps de concentration, on apprend beaucoup sur les mécanismes de survie ou de mourir sans mécanisme de survie. C'est intéressant, entre guillemets, dans ce sens. Et actuellement, dans le néolibéralisme, cette société des flux, la cruauté n'est pas violente, la cruauté est une sorte d'indifférence à l'humain. Et cette cruauté froide est capable de donner les mêmes troubles qu'un mauvais traitement d'un bébé ou des camps de concentration. J'affirme qu'une cruauté froide est aussi dangereuse qu'une cruauté chaude, sauf qu'on ne meurt pas aussi vite et que ça se voit moins. En conclusion, je vais vous citer l'article 1 de la Déclaration de Lyon que nous avons écrite en 2011 au Congrès des 5 continents, qui était les effets psychosociaux de la mondialisation ou pour une écologie du lien social. L'article 1 de la Déclaration de Lyon. Tous les hommes naissent libres, égaux et précaires. Ça serait important qu'on dise que tous les hommes sont libres, égaux et précaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin des autres, que nous avons besoin de la solidarité. Vous savez que la solidarité est mal vue actuellement. La solidarité, ça fait old-fashioned maintenant. Eh bien, en fait, nous avons besoin des autres dans la réciprocité pour avoir un destin qui n'est pas écrit d'avance, qui s'écrit au fur et à mesure, surtout si nous sommes en relation avec des gens bienveillants. Je vous remercie. Grazie mille, Jean.